On va analyser un discours de Roosevelt, un discours du coup de 1933, le discours de son investiture, pour être précis. Donc c'est le premier discours qu'il a fait en tant que président. Et on va pas étudier tout le discours entier, évidemment, ça serait trop long, mais on va étudier un extrait. Bien. Alors normalement, vous avez du coup la carte des États-Unis pour les élections de 1932, puisque posons un peu de contexte avant de débuter. Donc contexte, nous sommes du coup en mars 1932. Roosevelt est président, il a été en mars, là nous sommes en mars 1933, 4 mars 1933, et Roosevelt a été élu en 1932. Novembre 1932, il y avait les élections présidentielles du coup aux États-Unis. Sauf que comme vous le savez, ou vous ne savez peut-être pas, aux États-Unis, il y a un long délai entre l'élection et l'investiture du président. En France, c'est quelques semaines, aux États-Unis, c'est plusieurs mois. Et du coup, là, ça ne s'est fait qu'en mars. Maintenant, c'est en janvier, c'est plus court, mais c'est quand même toujours bien plus long qu'en France. Donc, nous sommes en mars, le président vient d'être investi, donc, et arrivé au pouvoir, du coup, rentre dans la fonction présidentielle. Son élection s'est faite assez largement en 1932. Il avait fait 57% des voix contre 39% pour son adversaire. Donc c'était une victoire large. Et vous voyez dans la carte, en bleu, du coup, c'est les États qu'il a remportés, que du coup Roosevelt a remporté, et en rouge, que les États remportés par son opposant républicain, le sortant ouvert. Comme vous pouvez le voir, c'est une très large victoire pour lui. Que 4 États remportés par... 5 États. 5 États remportés par Hoover, donc c'est une très lourde défaite, et parce que Hoover avait fait face à la crise économique de 1929, qui avait plongé le pays dans le chômage, la récession, la pauvreté galopante aussi bien dans les villes que dans les campagnes, et du coup un fort mécontentement, surtout que Hoover n'a pas fait grand-chose, il n'a pas rien fait. Souvent il était présenté comme le président qui n'avait rien fait, le président du laisser-faire. Il a quand même pris quelques mesures, mais insuffisantes, trop tardives et globalement assez inefficaces. Donc il est très impopulaire, et Roosevelt de son côté, pendant sa campagne, a proposé un New Deal, qui n'était pas un programme bien précis, avec des mesures bien précisées, en disant je vais faire ça, non. C'était plutôt un projet d'ensemble, l'idée de créer une nouvelle donne pour les États-Unis, avec une idée de relancer l'économie, de la remoraliser, également remoraliser la finance qui avait plongé le pays dans la crise. Mais il ne s'agissait pas d'un programme bien précis. Et donc, ça fait que ce discours a quand même son importance, c'est que c'est l'occasion de repréciser plus en détail, du coup, ce qu'il compte faire. Parce qu'entre le moment de ce discours, enfin, entre le moment où il a eu et ce discours, il y a eu plusieurs mois durant lesquels il a réuni une équipe pour élaborer un projet plus précis de mesures à prendre à partir du coup de mars. Donc, il se rend du coup devant le Congrès, donc le pouvoir législatif. C'est la norme, c'est qu'un nouveau président fait un discours devant le Congrès. Donc, c'est l'occasion pour lui donc, de présenter ce projet plus en détail. Alors, il ne rentre toujours pas dans les détails des mesures précises, mais je vous expliquerai un peu les mesures qu'il a prises, du coup, qui sont en rapport avec son texte, que nous allons donc lire. Donc, vous voyez, je vais du coup vous le mettre en meilleur affichage. Hop. Voilà, donc là, vous avez le texte. Alors, n'hésitez pas de me dire si vous ne le voyez, s'il n'est pas en assez gros, du coup je zoomerai, mais il faudra du coup que je le déplace, parce qu'il ne rentrera pas entièrement dans l'écran, mais ça peut se faire, mais si vous lisez bien, c'est quand même mieux comme ça. Comme ça, vous avez tout d'un coup, et vous pouvez lire comme vous le souhaitez. J'ai juste aussi, je vais quand même faire vérifier mon retour de son, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça serait bête que je parle dans le vide, même si normalement, là vous m'avez entendu, mais je vais quand même vérifier que tout va bien. Si la connexion veut bien me donner mon retour Twitch, ce qui n'est pas gagné. Alors, faire de ce côté. Oui, on entend bien, c'est bien. Du coup, je vous propose que nous commencions tout cela maintenant. Donc, l'extrait commence là, donc il dit « D'abord, laissez-moi vous dire que je suis intimement persuadé que la seule chose que nous ayons à craindre, c'est la crainte elle-même. » Là, c'est une citation assez célèbre de Roosevelt. C'est vrai que ça en impose un peu, c'est dire n'ayez pas peur, le pays le pays va tenir, on ne doit pas avoir peur. La seule chose qui peut nous arrêter, c'est d'avoir peur d'agir.
Et après, il continue, si nous comparons les dangers qui nous guettent avec ceux que nos ancêtres ont surmontés, grâce à leur foi et leur ignorance de la peur, nous pouvons encore nous montrer reconnaissants. Donc là, il continue en disant voilà que les États-Unis ont traversé des crises pires que celles qu'elle est actuellement en train de traverser, et qu'il est confiant dans le fait que du coup les États-Unis vont réussir à le surmonter. Ils ont affronté pire, mais ils affronteront celle-ci, sans souci. Et c'est vrai que les États-Unis, ils ont affronté quand même quelques crises qu'on peut citer. Il y a eu leur guerre d'indépendance, et les États-Unis sont nés dans la guerre. Il ne faut pas l'oublier, la guerre de sécession qui a quand même pas mal divisé le pays. Niveau crise, ça se posait là quand même. Et puis, il y a quelques années avant, moins de 20 ans avant, il y avait la Première Guerre mondiale auquel les États-Unis ont participé. Alors certes, leur territoire n'a pas été directement confronté à cette guerre parce que ça s'est fait du coup dérouler sur un territoire étranger, mais un certain nombre d'habitants états-uniens, de citoyens des États-Unis, ont participé à la guerre, ont souffert dans la guerre, sont morts dans la guerre, et en soi, c'était aussi une situation compliquée. Et que du coup, là aussi, il dit, voilà, on a aussi traversé celle-là, et ça c'est fait, on a réussi, et on affrontera cette crise-là. La nature nous offre encore ses munificences et les efforts de l'homme les ont multipliés. L'abondance est à notre porte, la mesure de notre reconstruction dépendra de la façon dont nous saurons appliquer dans notre société d'autres valeurs plus nobles que les seuls profits mercantiles. Voilà, donc les États-Unis ont une nature riche, et c'est vrai qu'ils ont pas mal de ressources sur leur territoire, ils ont de vastes espaces agricoles, ils ont du pétrole, ils ont du charbon, ils ont de différentes ressources minières. C'est pas ce qui leur manque, c'est clair. Donc, là-dessus, ils peuvent en effet être confiants sur leur capacité à se redresser économiquement. Il met aussi en avant l'idée de mettre en avant des valeurs. C'est vrai que un des soucis qu'il y a eu, c'est la recherche uniquement du profit dans le monde de la finance, et qui a plongé comme un peu les États-Unis dans les difficultés qu'ils sont actuellement en train d'affronter. Et donc là, il souligne que c'est quand même, il souligne que c'est un problème pour le pays et qu'il faut aujourd'hui mettre en avant d'autres valeurs plus nobles, plus éthiques et plus à même d'assurer un avenir serein au pays. Mais la reconstruction ne se fera pas exclusivement par un changement des valeurs éthiques. La nation demande que l'on agisse et que l'on agisse tout de suite. Notre grande tâche prioritaire est de remettre les gens au travail. Donc là, Guillaume, c'est bien beau de parler d'éthique, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Il faut également des mesures concrètes, urgentes, parce que la situation est grave et il faut agir en urgence. Et donc là, il se met du coup en porte-à-faux par rapport à ce qui avait fait ouvert, en tout cas dans l'image qu'avait ouvert, qui était du coup l'image du président qui ne faisait rien, image certes exagérée, mais qui marquait dans l'opinion. Et donc il se met en porte-à-faux en disant il faut agir avec urgence et pas ne rien faire. Donc, là il parle de remettre les gens au travail, et ça en effet c'est important parce que le chômage était très important à ce moment-là. Il y avait 15 millions de chômeurs en 1933. 15 millions de chômeurs. C'est quand même énorme. En sachant qu'en 1929, du coup avant la crise, il y en avait que 1,5 million. Donc le nombre de chômeurs a été multiplié par 10. Donc c'est quand même c'est pas une petite augmentation. C'est le pays, le chômage est un vrai problème pour les États-Unis d'Amérique à ce moment-là. Elle pourrait être accomplie en partie à travers un recrutement direct du gouvernement si ce dernier s'attelle à cette tâche comme il le ferait pour une situation d'urgence en pleine guerre. Et en effet, un des actes du New Deal va être l'intervention de l'État, avec par exemple le lancement de programmes et d'agences d'aide aux populations qui vont être financées par l'État fédéral. Donc l'État fédéral vraiment s'investit, il y a un interventionnisme économique qui rompt du coup avec la politique de laisser-faire et du libéralisme forcené qu'il y avait avant aux États-Unis. Donc là aussi, c'est une rupture dans la ligne habituelle. Et concrètement, il y a aussi du coup il y a eu aussi des subventions fédérales aux différents programmes d'État aux différents programmes d'aide au niveau des États, mais également les plans de grands travaux qui vont donner beaucoup de travail. Il y a un premier plan qui visait essentiellement les jeunes et qui va donner du coup un travail à 2 millions de jeunes chômeurs. Donc c'est quand même, certes, c'est que 2 millions sur 14 millions, enfin sur 15 millions, mais bon, c'est quand même plus de 10% des chômeurs qui sont quand même, grâce à ça, qui vont déjà un travail. Et ça, c'est une mesure d'urgence. Ça va être des travaux de reboisement, de lutte contre l'érosion et les inondations. Il va y avoir des constructions de barrages.
C'est quand même des mesures c'est l'objectif, c'est du coup de donner du travail en créant des choses utiles et nécessaires pour le pays. Il y a également du coup l'année suivante, en 1934, il va y avoir la Civil Work Administration qui va embaucher 4,5 millions d'États-Uniens dans des projets de construction et de modernisation de bâtiments et de ponts. Il va y avoir également des fouilles archéologiques et de la réalisation de peintures murales. Donc il y a des grands projets de construction et de rénovation, mais également d'autres projets à côté plus mineurs, mais qui vont quand même jouer leur rôle. Cependant, c'est un projet qui ne va pas durer. Ça va durer que quelques mois puisqu'elle va être dissoute à cause du coût. Du coup, très important qu'engendre ce projet parce que donner du travail à 4,5 millions de personnes, il faut les embaucher. Et du coup, dans un pays où on a encore un peu du mal avec le déficit, ça reste problématique. Mais en 1935, il va y avoir un nouveau plan de 5 milliards de dollars qui va être lancé, la Work Progress Administration, qui va avoir du coup à peu près le même objectif. Et donc au total, avec ces différents projets, il y a 285 aéroports, 1 million de kilomètres de routes et 77 000 ponts, ainsi que 122 000 bâtiments publics qui vont être construits en 7 ans, donc entre 1933 et 1940. Donc vous voyez, c'est des constructions quand même assez importantes. Des aéroports, c'est pas rien. Quand on construit 285, c'est un sacré projet. 77 000 ponts, 122 000 bâtiments, 1 million de kilomètres de route, ça en fait de la distance. Donc, et en même temps, voilà, il fallait donner du travail à des millions de personnes. Donc évidemment, vous ne pouvez pas faire ça avec des petits projets. Donc reprenons la lecture. Nous pouvons faciliter la réalisation de cet objectif en accroissant les prix des produits agricoles et avec eux le pouvoir d'achat des agriculteurs. En effet, les agriculteurs avaient beaucoup souffert. Il y avait en fait un problème de surproduction dans le monde agricole. Trop de denrées agricoles produites, alors qu'à côté, avec l'appauvrissement, la consommation avait diminué. Et globalement, toute l'industrie primaire était en difficulté, parce qu'aussi dans le domaine des mines et tout, il y avait beaucoup moins de matières premières utilisées parce que l'industrie s'était effondrée. Et donc, il y avait une crise de surproduction globale dans la production de matières premières, qu'elles soient agricoles ou industrielles. Donc, ça provoquait une très forte diminution des prix de ces matières premières, et donc les personnes qui les produisent sont en difficulté. Et les agriculteurs au premier plan. Les agriculteurs ne vendent à perte. Donc, face à ça, il y a des agriculteurs qui vont détruire leurs récoltes pour éviter de les vendre à perte et pour essayer de refaire remonter les prix. Et aussi beaucoup d'exode rural, beaucoup d'agriculteurs, ou d'ouvriers agricoles aussi qui se retrouvent au chômage, qui vont remonter vers les villes pour essayer de trouver du boulot. Sauf que là-bas, le problème, c'est qu'il n'y a pas de boulot non plus. Et donc, il y a d'énormes bidonvilles qui se forment dans les grandes agglomérations des États-Unis, où se trouvent des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, qui se retrouvent dans la misère à cause de cette situation. Et du coup, face à ça, il y a l'Agriculture Adjustment Act, la AAA, qui va mettre en place pour venir en aide aux agriculteurs, avec du coup, on leur demande de réduire leur production, mais on leur donne des indemnités pour qu'ils puissent vivre. Et il y a également la dette, le rééchelonnage de la dette de plusieurs agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs, puisqu'il y avait à ce moment-là 15 millions d'agriculteurs qui étaient au bord de la faillite. Donc on diminue leur dette, une partie de leur dette est annulée, histoire qu'ils puissent quand même se relever et pas être complètement étouffés par les créanciers. Ensuite, reprenons la lecture. Nous pouvons la faciliter en insistant pour que le gouvernement fédéral, ceux des États et les gouvernements locaux agissent tout de suite pour réduire de façon draconienne leurs propres coûts de fonctionnement. Nous pouvons la faciliter en unifiant les activités de secours aux victimes de la crise. Donc là, il y a quand même une idée, c'est qu'il faut réduire comme les coûts de consommation étatiques, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau des États. Donc il y a quand même une certaine logique libérale, une certaine logique de, voilà, on dépense beaucoup pour lancer, mais il y a quand même des économies à faire. Et donc, par exemple, il y a le salaire des fonctionnaires qui va être réduit et la retraite des vétérans qui va être réduite de 40%. Donc, on voit il y a quand même des économies qui sont faites. Et on cherche aussi, du coup, à optimiser l'efficacité des institutions en unifiant les différentes activités de secours qui sont nécessaires à ce moment-là. Donc, on ne peut pas les supprimer, mais on les unifie pour qu'elles fonctionnent mieux. Car à la fois aide mieux les personnes, mais également aussi on réduit leur coût de fonctionnement, puisque voilà, c'est toujours plus cher de faire fonctionner plusieurs institutions différentes que de toutes les faire fonctionner de manière unifiée. Voilà. Ensuite, il dit également, nous pouvons la faciliter en planifiant et en surveillant au niveau national toutes les formes de transport, de communication et de services qui ont manifestement un caractère d'intérêt public.
Donc pour ça, il va fermer temporairement les banques, tout le système bancaire va être fermé pendant quelques jours, histoire d'essayer de réassainir un peu tout ça, parce que il y avait la crise partait du système bancaire, clairement, et les banques, les banques, on considérait qu'il y avait des dérives, que certaines n'étaient pas solvables, et donc il fallait un peu faire un ménage là-dedans. Donc ils ferment pour ça. Finalement, dans notre marche vers l'emploi, nous aurons besoin de 2 garde-fous destinés à prévenir un retour des maléfices de l'ordre ancien. Il devrait y avoir une stricte surveillance de toutes les activités bancaires, financières et d'investissement, et il faudra mettre un terme aux agissements de ceux qui spéculent avec l'argent des autres. Il faudra s'assurer que notre vie sera à la fois adéquate et saine. Donc là, il va y avoir des mesures qui vont être prises contre les spéculateurs avec des sanctions à la clé. Du coup, il y a la fermeture des banques qui rentre dans cette idée de contrôle. Il y a également la séparation des banques d'affaires et de dépôt. Avant, elles étaient toutes mélangées. Maintenant, à partir de juin 1933, les banques de dépôt sont séparées des banques d'affaires. Donc les endroits où les gens déposent leur argent, ce n'est pas la même banque qui va gérer des affaires financières, des investissements et de la spéculation. Et donc cette séparation évite que l'argent des épargnants disparaisse dans les limbes de la spéculation, ce qui avait en fait ruiné beaucoup d'épargnants du coup lors de la crise de 1929. Donc, et puis pour lui, oui, ces banques de dépôt ont un rôle de service public en fait en quelque sorte, puisque c'est comme l'argent du public qui s'y trouve. Et donc elles ne peuvent pas faire n'importe quoi, donc elles doivent être contrôlées. Elles se voient en échange à attribuer quand même certaines garanties contre les faillites, l'État les assure, mais voilà, il y a cette contrepartie-là. Globalement, il y a une mise sous tutelle du système financier après les dérives qui ont été montrées par la crise de 1929. Donc là aussi, on rompt avec le laisser-faire habituel. Ensuite, nos relations politiques commerciales internationales, en dépit de leur extrême importance, ne sont au regard de la situation actuelle et des impératifs qu'elle entraîne que secondaires face à l'établissement d'une politique nationale saine. Donc il dit, on va d'abord redresser la situation dans le pays et le commerce international, on cherchera à le développer plus tard. Et globalement, il y aura quand même un certain protectionnisme qui va se développer pour du coup mettre en avant la consommation intérieure, la production et la consommation intérieure plutôt que l'extérieur. Et ainsi, les exportations ont passé entre 1929 et 1939 de 4,4 milliards de dollars à 2,1 milliards, donc il y a une division par 2. Donc clairement, on importe moins. Alors, une partie de cette baisse de l'importation s'explique par la contraction globalement du marché mondial, ce qui fait que tout ce qui est exportation et importation diminue, mais il y a un effet également du coup de la politique protectionniste. Il faut espérer que l'équilibre normal entre l'autorité de l'exécutif et celle du législatif sera parfaitement adéquat pour faire face à la tâche sans précédent à laquelle nous sommes confrontés. Mais au cas où le Congrès se montrerait incapable d'adopter ces mesures ou d'en proposer lui-même, et au cas où la situation nationale exigerait encore des décisions urgentes et critiques, je ne me déroberai pas devant la voie claire que me dictera le devoir. Je demanderai au Congrès les seules dispositions encore susceptibles de me permettre de faire face à la crise, un pouvoir exécutif assez large pour pouvoir mener une guerre contre nos difficultés. Là, on voit qu'il dit je fais confiance au Congrès, il faut travailler avec le Congrès, c'est important, c'est l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis. De toute façon, voilà, le Congrès et le pouvoir exécutif, donc législatif et exécutif, ont chacun des rôles déterminés et un équilibre des pouvoirs, et qui considère qu'il doit être adéquat et bien fonctionner. Mais il dit bien que s'il y a un blocage au niveau du législatif, il prendra ses responsabilités et en quelque sorte, il passera un peu de force pour prendre ces mesures qu'il considère d'urgence, qui s'appliquent et qu'en fait pour lui c'est une situation de guerre. Il le dit plus haut, il parle qu'il faut y faire face comme si c'était une situation de guerre, et dans une situation de guerre le pouvoir exécutif a des pouvoirs élargis. Il faut savoir qu'une partie du Congrès était opposée à ces mesures. Certes, les démocrates étaient majoritaires depuis 1932, ils avaient remporté le Sénat et la Chambre des représentants, mais il y avait quand même les républicains qui pouvaient essayer de faire de l'obstruction. Ils étaient globalement opposés à ces mesures, et certains démocrates n'étaient pas hyper chauds non plus pour les mesures du New Deal, qui quand même rompaient avec l'habitude politique. Donc, Roosevelt, sachant qu'il faut prendre des mesures en urgence, dit que voilà, que s'il y a obstruction du Congrès, il passera de force. Il prendra les mesures qui s'imposeront, et globalement, la période du New Deal, le régime de gouvernement Roosevelt, va être une période de renforcement du pouvoir exécutif par rapport au législatif aux États-Unis, et également un renforcement du pouvoir fédéral par rapport aux États. Il y a une centralisation qui s'effectue.
Donc ça, c'est la fin de l'extrait qu'on a vu en cours. Et du coup, on peut après encore un peu développer sur le New Deal. On a d'autres éléments à donner. Déjà, un bilan. Est-ce que cette politique a fonctionné? Clairement, elle a été coûteuse sur le plan financier. Clairement, c'était une rupture avec les dômes du budget à l'équilibre. Elle va permettre une reprise modeste. Modeste. C'est pas, l'économie américaine ne va pas être florissante, mais un début de reprise va avoir lieu. Et après, il faudra attendre la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, je veux dire, en 1941, quand les États-Unis vont y entrer, pour que l'économie du pays se relance vraiment par le fait qu'il faut de toute façon une industrie de guerre. Et donc, ça, là, tu crées de l'emploi. Là, il n'y a plus de question d'équilibre. Sur la question de l'assainissement du système bancaire, ça va être assez efficace. La séparation des banques de dépôt et d'affaires, les mesures de sanctions et tout, voilà. Globalement, le système bancaire va être quand même plus assaini qu'avant et les crises de spéculation comme celle de 1929 vont être assez évitées pendant un temps. On observe une baisse du chômage qui va quand même rester élevée. Ainsi, en 1939, il reste 9,5 millions de chômeurs, donc il a été diminué d'un tiers. C'est quand même pas négligeable, mais ça reste comme un chômage qui est 6 fois plus élevé qu'en 1929. En 1941, il a continué de diminuer, il est à 6 millions, donc ça reste quand même un chômage fort, mais voilà, il y a une bonne courbe quand même. Donc c'est un bilan avec des aspects positifs, mais qu'il faut contraster. Et le chômage, du coup, comme pour la relance de l'économie, ne va vraiment disparaître qu'en 1942, après la déclaration de guerre, du coup, l'entrée en guerre des États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Ensuite, sur le plan de l'opinion publique, c'est un programme qui va être globalement populaire. Les gens sont plutôt contents des mesures prises. Il y a certes des contestations. Par exemple, certains vont l'accuser d'être un socialiste, parce que voilà, des mesures d'intervention de l'État, des fortes dépenses et tout, ça paraît socialiste. Pour la droite des États-Unis qui, voilà, dès que tu as un peu trop de gauche, déjà à l'époque, tu pouvais te taxer de socialiste. Surtout que l'ambiance à l'époque était aux États-Unis, mais également en Europe, à la crainte du bolchevisme. Mais ça n'a pas empêché Roosevelt du coup de remporter largement les élections suivantes. Il avait fait 60,8% contre 36,5% pour son opposant républicain, donc il progresse de 6 points par rapport à 1932, en 1936. Donc ça c'est la carte, alors je vous la mets en gros, carte des élections de 1936. Et on voit qu'il y a 2 États remportés par Hoover en 1932 qui sont cette fois gagnés par Roosevelt. Et non pas aucun par rapport à 1932, donc clairement il y a une progression de celui-ci aux élections du coup de 1936. Donc globalement la population approuvait ces mesures et en tout cas ne voyait pas en fait d'alternative vraiment crédible. Ils ne voulaient pas du projet alternatif des républicains et préféraient du coup que le plan de Roosevelt se poursuive malgré les quelques points où ils pouvaient être en désaccord. Mais il y a eu du coup un soutien global. Comme je l'ai dit, du coup, c'est une période de renforcement du président vis-à-vis du Congrès. Donc, comme dans les institutions des États-Unis, il y a un renforcement du rôle du président. Pour les paysans, certes, la situation va un peu s'améliorer, mais la précarité va encore rester de mise pour le monde paysan. Ils vont pas sortir de la précarité, ils vont juste sortir de l'extrême misère. L'économie va encore connaître des remous, des difficultés. Il va y avoir une forte inflation en 1937, par exemple. Donc, on est loin d'être sur une stabilisation totale. Ensuite, on peut aborder un peu les mesures qui ont été prises dont nous n'avons pas parlé, car elles n'étaient pas évoquées dans cet extrait du texte. Parce que j'ai du coup fait des recherches sur le sujet et vu quand même certaines autres mesures. Par exemple, il va y avoir la liberté syndicale qui va être renforcée, il y a des mesures pour éviter les pressions contre les ouvriers qui veulent se syndiquer, et ainsi le taux de syndicalisation dans l'industrie de manufacture ainsi va passer entre 1930 et 1940 de 9 à 33%. Dans l'industrie minière, le taux de syndicalisation était déjà assez élevé, il était de 51% en 1930, il passe à 75% en 1940. Donc là aussi il progresse, et globalement, dans les autres domaines de l'industrie, j'ai pas noté les chiffres partout, mais on observe des hausses globales. On a également un système de protection sociale au niveau fédéral qui se met en place, avec une retraite pour les plus de 65 ans, des assurances chômage, et il y a des aides qui sont mises en place pour certains handicaps, mais pas tous. Certaines invalidités ne sont pas indemnisées, les maladies non plus. J'ai vu que c'était les aveugles avaient droit du coup à des indemnités, à des aides. Pour les enfants aussi handicapés, il y avait des aides qui pouvaient être données pour s'en occuper. Donc déjà c'est quand même une forte amélioration par rapport à la situation d'avant.
Et par la suite, il y aura des amendements qui vont qui vont étendre la portée de ces aides et également de ce système de protection sociale. Il y en aura notamment un en 1939 et un autre, mais celui-là après la Seconde Guerre mondiale, donc en dehors de la période du coup après Roosevelt. On a également des hausses des impôts pour les plus riches et des impôts sur les entreprises. Donc après une politique habituelle de baisse des impôts qui était du coup la politique des années 20, mais qui était une politique qui était aussi bien défendue par les républicains que par les démocrates. Il ne faut pas penser que c'est juste les républicains qui menaient une telle politique de baisse des impôts ou de baisse des dépenses publiques. Non, les démocrates aussi étaient sur cette ligne-là. Et d'ailleurs, Roosevelt ne va augmenter à nouveau les impôts qu'en 1935. Ses premières années de mesures vont être des mesures d'urgence pour améliorer la situation des gens. Les mesures de fonds pour financer toutes ces mesures vont arriver qu'à partir de 1935 avec un impôt qui veut mettre plus juste. Hoover avait aussi quand même commencé un peu à augmenter les impôts à la fin de son mandat face à cette situation de crise pour les finances du pays, et moins. Pour les entreprises, il va aussi également avoir un impôt qui va être mieux réparti, puisqu'avant il y avait un impôt unique à 13,75% pour toutes les entreprises. Là maintenant, il y a plusieurs taux progressifs en fait. Il y a un 10,75% qui est le taux le plus bas pour les moyennes et petites entreprises. Et il monte progressivement quand les entreprises, en fonction de la taille de l'entreprise, jusqu'à 16,75%. Donc il y a une idée de prendre moins petit et plus souvent, donc de répartition des richesses. Et oui, et ça, aux États-Unis, ça va du coup en fait rester un peu parce qu'il va avoir une imposition plus forte des riches, avec des taux marginaux, c'est-à-dire des taux pour les hauts revenus, qui vont être bien plus élevés dans les années suivantes. À partir de Roosevelt, mais ça va continuer un moment avec des taux qui vont être de 75 à 80% pour les hauts revenus. Donc un impôt qui aujourd'hui, même en France, vous paraîtrait exagéré et confiscatoire. Non, aux États-Unis, du coup, aux États-Unis, ils avaient pris de telles mesures à l'époque. Il y a également de l'aide à l'agriculture qui est votée. Et on peut aussi remarquer que dans son mandat, il va devoir faire face à la Cour suprême qui était assez opposée en fait à ces mesures, parce qu'en fait la Cour suprême était composée de beaucoup de juges qui avaient été nommés par les présidents républicains, parce que globalement, entre Wilson et du coup Roosevelt, il n'y a eu que des présidents républicains. Et ceux-ci, du coup, ont pu nommer plusieurs juges, et la majorité des juges, c'est donc des juges conservateurs, libéraux économiquement, pas libéraux politiquement, parce qu'aux États-Unis, libéraux politiquement, ça veut dire de gauche, mais sur le plan économique, ils sont pour le laisser faire. Donc, clairement pas pour les mesures de Roosevelt d'interventionnisme économique. Donc, la Cour suprême va s'opposer à lui, et donc ça va être un des principaux freins à la politique du président, notamment à partir de 1935. Du coup, il va vouloir augmenter les impôts. Roosevelt va tenter un peu de forcer la main à cette chambre, enfin la chambre dans la Cour suprême, mais va échouer là-dessus. Ça va être un de ses échecs sur les mesures qu'il souhaitait. Autant il a pu mener la grande partie des mesures qu'il souhaitait, que ce soit au niveau du Congrès ou au niveau de l'opinion publique, il a pu faire passer ces mesures. Face à la Cour suprême, il a connu des échecs. C'est la seule institution en fait qui a vraiment pu mettre en échec la politique de Roosevelt, au-delà de la réussite concrète des mesures qu'il a prises. Ça, on a vu, c'était contrasté. Mais voilà. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que certaines mesures qu'il avait prises, par exemple le fait de redonner du travail par un investissement au niveau de l'État, que ce soit fédéral ou des États locaux, c'est quelque chose qu'il avait déjà du coup entamé à New York quand il était gouverneur. Il avait déjà investi fait investir l'État de New York dans la création d'emplois, dans l'investissement, dans les travaux, pour créer des travaux d'utilité publique pour en fait réduire le chômage. Et il avait rencontré donc un certain succès, et ça va être un succès sur lequel il va s'appuyer lors de sa campagne. Il dit, regardez, j'ai fait des choses dans mon État, j'ai eu des succès dans mon État, j'ai soutenu des mesures sociales, et ça va lui donner une crédibilité pour sa campagne électorale. Et ça va lui donner une certaine expérience sur laquelle il va s'appuyer. Il faut savoir que Roosevelt, en fait, n'est pas forcément un idéologue, mais plus quelqu'un qui se définit comme pragmatique et qui fait en fait des choses, il tente des choses. Il sait qu'il faut tenter des choses parce que la situation est grave, et donc il prend des mesures, et il essaye de prendre des mesures qui vont marcher, et il essaye de construire quelque chose pour répondre aux nécessités en fait qui s'imposent.
Et certes, ça ne résout pas tout, clairement pas, et certaines de ces mesures ont pu avoir des impacts négatifs, hein, les réductions de salaire de fonctionnaires ou de retraite de vétérans. Ça va créer des tensions aussi. Les vétérans ne sont pas forcément très chauds, parce qu'ils considèrent qu'ils sont déjà bien sacrifiés pendant la Première Guerre mondiale. Qu'on leur réduise leur retraite, tu vois, ça faut envoyer, ça passe mal, évidemment. Mais ça va avoir quand même une politique plus efficace que la politique de Hoover. Cette politique de Roosevelt, du New Deal, est souvent qualifiée de keynésienne, parce qu'on peut y retrouver en effet des points communs dans l'idée que l'État doit intervenir pour lancer l'économie en situation de crise, et non pas être dans le laisser-faire. Mais Roosevelt n'était, comme je vous dis, n'est pas un idéologue, il ne s'est pas inspiré directement de Keynes. Certains qui dans son entourage ont peut-être pu le faire, et par la suite, pendant son mandat, il a rencontré Keynes et il y a eu des échanges. Mais c'est pas purement en tout cas une politique keynésienne, même si on peut y voir des points communs. Voilà. Donc j'ai terminé du coup avec ce que je souhaitais vous dire dans ce live en tant que tel. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je serai ravi du coup d'y répondre. Vous pouvez également du coup faire des remarques qui seront tout à fait agréables, si elles sont pertinentes. Apporter des compléments. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici. Alors vous êtes que 4. Donc il faudrait vraiment que j'ai de la chance pour que sur les 4 qui soient là, il y ait un grand spécialiste de Roosevelt ou de New Deal. Mais si vous avez des éléments à apporter en plus, je serais ravi de les prendre et de les dire au public d'ailleurs. Voilà. Donc je vous laisse quelques minutes pour poser des questions si vous en avez. Et puis après, de toute façon, je couperai le live. Voilà. Merci à vous. Et merci, Reg. Merci à toi. Merci d'être venu. C'est un plaisir de te voir ici. Donc, je sais pas si tu as pu voir tout le live, parce que j'ai vu que tu es arrivé récemment. Donc, je sais pas si tu t'es abonné récemment, enfin, tu as suivi la chaîne récemment, et je sais pas du coup si tu étais là depuis le début. Mais de toute façon, pendant 2 semaines, la rediffusion de ce live sera sur la chaîne Twitch, et dans les prochains jours, on mettra également sur la chaîne YouTube, histoire d'apprendre. Si vous pourrez là, ça restera disponible du coup à vitam aeternam. En tout cas, tant que ma chaîne YouTube existe ou que YouTube existe. Voilà. Donc, vous pouvez regarder cela. Donc, à moins, du coup, j'ai commencé sur Facebook. Oui, mais Facebook, parce que j'ai mis l'annonce du live sur Facebook. Je le fais parce qu'en fait, la majorité des gens qui suivent l'histoire d'apprendre le suivent sur la page Facebook. Et en fait, le meilleur moyen en fait, de pouvoir s'adresser rapidement à la communauté, et pour donner une information urgente, quand je lance un live, c'est urgent, parce que si les gens voient le truc 1 heure plus tard, ben c'est fini. Donc le moyen de voir un truc de manière un peu urgente, c'est le live Facebook, parce qu'il y a quand même une notification qui s'affiche, les gens en mode un live se lance, boum. Donc voilà, c'est le moyen le plus efficace pour parler aux gens rapidement. Et après, maintenant que tu es abonné du coup à la chaîne Twitch, tu auras une notification dès qu'on lancera un live Twitch. Donc on fait ça souvent le lundi et le samedi. Le lundi, du coup, c'est 18h15, 19h à peu près. Après, je finis souvent un peu avant 19h s'il n'y a pas beaucoup de questions, parce que j'ai pas encore une très grosse communauté qui pose beaucoup de questions. Hein. Et là, vous n'êtes plus que 2 personnes sur le live. Mais globalement, je disais quoi? Oui, donc globalement, il y a ça donc le lundi et le samedi où je live du coup le soir, souvent à partir de 21h. Là, c'est plus du jeu vidéo le samedi, mais quand il n'y a pas du jeu vidéo, c'est de l'histoire aussi. Souvent, je joue à Among Us avec d'autres streamers le samedi soir. Voilà, donc dont plusieurs qui sont dans le domaine de l'histoire. Il y a Télécrayon, Histoire en jeu. Il y a Question d'Histoire qui a participé une fois aussi. Et il y a Grog, elle, qui fait des streams de lecture. Très intéressant. Elle a lu Les Trois Mousquetaires, là, elle a fini et elle va lire Arsène Lupin. Là, je sais pas quand on va commencer, mais toi, c'est sur la prochaine lecture. Et voilà. Donc voilà, du coup, merci à toi, Red, d'être venu et d'avoir commenté. C'est toujours un plaisir d'avoir des gens qui y participent. C'est toujours mieux. Je vais couper ce live, donc on se retrouve samedi, 21h normalement, si je reviendrai de toute façon s'il y a un changement d'horaire. Et vous pouvez également du coup aller voir la vidéo que nous avons sortie aujourd'hui qui revient sur l'histoire du Parti communiste français, sur un épisode de l'histoire du Parti communiste français dans le cadre d'une série
qui retrace toute cette histoire-là, c'est du coup la période de lutte classe contre classe, une période où le PCF en fait refusait toute alliance avec la gauche. Donc ça c'était entre 1921 et 1934. Même si classe contre classe a été officialisée en 1928, mais la stratégie s'appliquait de fait dès 1921. Bref, je vous laisse pour ce soir, je vous souhaite tous une bonne soirée, une bonne fin de